Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. La rue d'Aboukir commence rue Vide-Gousset et place des Victoires et se termine rue Saint-Denis. Elle mesure 870 mètres de long et 12 mètres de large. La rue doit son nom à une bourgade de la Basse-Égypte où les armées françaises ont remporté une victoire sur les Turcs le 25 juillet 1799. Victoire remise en question 2 ans plus tard quand Abercrombie, général de l'armée anglaise, rival de la France dans la campagne d'Égypte, reprit la place. La rue partage avec la rue de Cléry, dont elle est parallèle, la particularité de longer les fossés de l'enceinte de Charles V. Elle regroupe 3 rues aux dénominations différentes. La portion entre la place des Victoires et la rue Montmartre porta le nom de rue du Fossé ou rue des Fossés. Puis, sous la Révolution, rue des Fossés-Montmarat. Et enfin, rue des Fossés-Montmartre. La section entre la rue Montmartre et la rue des Petits Carreaux, ouverte en 1633, fut dénommée respectivement rue Saint-Côme, rue du Millier du Fossé, rue Neuve-Saint-Eustache en 1641. La 3e portion, entre les rues des Petits Carreaux et la rue Saint-Denis, qui existait à la fin du XVIe siècle, se dénomma successivement rue Saint-Côme, rue du Milieu du Fossé, rue Bourbon en 1639, rue Bourbon-Villeneuve, rue Neuve-Égalité en 1792, rue d'Aboukir en 1807, rue Bourbon-Villeneuve à nouveau en 1814, rue de Villeneuve en 1830 et à nouveau rue d'Aboukir en 1848, puis retour de rue de Bourbon-Villeneuve, avant que ces 3 portions soient réunies pour former la rue d'Aboukir. Numéro 3. Emplacement de l'hôtel de Rambouillet de la Sablière. Il a été construit en 1634 pour le fermier général Nicolas Ier de Rambouillet, seigneur de la Sablière. Il s'étendait alors de la rue d'Aboukir à la rue du Mail, où étaient installées les écuries, et présentait une façade latérale du côté de la rue Vide-Gousset. Sur la façade, les chaînages de pierre encadrant les fenêtres sont saillants, comme souvent au XVIIe siècle. Les 2 allégories personnifiant le commerce ont été ajoutées au début du XIXe siècle, dans le côté rue d'Aboukir. Marguerite Essin, fille d'un riche banquier protestant, épousa Nicolas II, le fils du précédent. Dans l'hôtel, elle tint un salon littéraire resté célèbre. Fort cultivée, Madame de la Sablière parlait plusieurs langues et disposait de solides connaissances en musique, mathématiques, physique et astronomie. Dans son salon, elle reçut la plupart des intellectuels de son temps. Benserade, Chaulier, Boileau, le marquis de la Fare, la comtesse de Lafayette, Fontenelle, Gassendi, Ninon de l'Enclos, Perrault, Racine, Talleyrand des Réaux, Lauberval, Madame de Sévigné, etc. Mais c'est surtout le poète Jean de La Fontaine qui lui voua une véritable adoration. Marguerite de la Sablière fut d'ailleurs sa protectrice et l'hébergea de 1653 à 1668. Sur la fin de sa vie, convertie au catholicisme, elle se retira au couvent des Feuillants, rue Saint-Honoré. En 1668, les Rambouillais vendirent leur hôtel à Pierre de Clérambault, historien et généalogiste du roi. Sa fonction consistait à contrôler la noblesse des postulants souhaitant obtenir les honneurs de la cour. Un privilège réservé aux familles aristocratiques très anciennes. Il renseignait également le roi sur l'origine et la qualité d'une famille. L'ensemble de ces études est aujourd'hui conservé à la BNF. En 1688, un arrêt de la Cour contraignit son propriétaire à modifier l'ordonnance de l'hôtel de façon à l'intégrer à celle de la place des Victoires, alors en construction. Le corps de logis, du côté de la rue Vide-Gousset, fut en partie reconstruit. En plus, il fallut surélever les bâtiments orientés sur la place. Numéro 4. Construite par l'architecte Jules de Joly au début du XIXe siècle, cette maison, occupée par des services du ministère de la Culture, comporte une façade dans le goût de certains palais d'Italie. Elle comprend un rez-de-chaussée entressolé d'arcades en plein cintre,
Un premier étage avec des fenêtres à arcades accompagnées de petites baies rectangulaires dont le dessous du linteau correspond à la naissance des arcs. Le deuxième étage est composé d'une série d'arcades alternées avec des riches, bien sûr, avec des niches en forme rectangulaire qui abritent des statues à l'antique. Un dernier étage, moins important, comporte des fenêtres rectangulaires dont les trumeaux sont ornés de médaillons circulaires avec buste sur console. Une corniche à modillons portant balcon est surmontée de motifs à frontons formant lucarne avec fenêtres en plein cintre. La façade sur rue, y compris les statues des niches, est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 13 avril 1928. L'immeuble fut occupé par la Banque de France de 1800 à 1812. Une salle de cette époque a conservé son décor du Premier Empire. Numéro 6. Tandis que le comte du Hallier, François de l'Hôpital, faisait construire sur la place des Victoires son grand hôtel en 1635, il se faisait également édifier un petit hôtel rue d'Aboukir. Il entra en possession du comte de Metz en 1673 avant d'être démoli en 1927. L'immeuble abrita l'Association générale des tissus et des matières textiles. Numéro 9. Cet immeuble abrita de nombreuses imprimeries de presse. La Rue, fondée par Jules Vallès en 1867, la Marseillaise, fondée par Henri Rochefort en 1869, et Le Cri du Peuple, fondé par Jules Vallès en 1871. La Marseillaise était un hebdomadaire satirique et de tendance républicaine. Il s'oppose à l'empereur Napoléon III et prône une république inspirée de celle des États-Unis. L'événement marquant l'hebdomadaire est la mort tragique de Victor Noir, un des collaborateurs du journal, assassiné par le prince Pierre Bonaparte, cousin de Napoléon III. Le 10 janvier 1870, Noir se présenta au domicile du prince afin de servir de témoin à Pascal Grousset, proposant un duel au prince. Ce dernier déclara qu'il se battrait contre Rochefort, qu'il considérait comme son véritable offenseur. Sans raison apparente, le prince sortit un revolver et abattit Victor Noir. Ce drame, pris dans un contexte de montée des passions, atteignit une dimension sans commune mesure, car il s'agissait d'un membre de la famille impériale que la justice acquitta. Le lendemain, la Marseillaise parut encadrée de noir avec un article vengeur de Rochefort. Je vous lis un extrait. « J'ai eu la faiblesse de croire qu'un Bonaparte pouvait être autre chose qu'un assassin. Voilà 18 ans que la France est entre les mains ensanglantées de ces coupes-jarrets, qui, non contents de mitrailler les républicains dans les rues, les attirent dans des pièges immondes pour les égorger à domicile. Peuple français, est-ce que décidément tu ne trouves pas qu'en voilà assez ?» Le 7 février, tous les rédacteurs du journal furent arrêtés. Numéro 11. Ancien hôtel meublé de la Liberté, puis de la Victoire, fréquenté par le général Napoléon Bonaparte en 1795. Numéro 15. L'immeuble abrita le club des médecins de la Seine en 1848, présidé par Bouillot. Numéro 35. L'immeuble abrita les sièges d'anciens journaux. Regard, dirigé par Léon Moussinac, et Mirror Sprint. Regard est un trimestriel créé en 1932 de sensibilité communiste. Il donne la prédominance au reportage photographique et lance ainsi en France, avec le magazine Vue, le photojournalisme dans les années d'avant-guerre. Sa publication est interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale, puis en 1962 pour des raisons économiques. Il reparaît en 1995 sous l'impulsion du Parti communiste français, avant d'être remanié en 2000. Le journal s'installe rue d'Aboukir en janvier 1945, lors de sa reparution jusqu'en 1946. Numéro 44. Présence d'une façade factice cachant un puits de ventilation de la RATP. Numéro 78. Siège du journal La Patrie en danger, créé par Louis-Auguste Blanqui. L'imprimerie se trouvait 13 rue du Croissant. Numéro 83. Mur végétal de 250 mètres carrés, réalisé par Patrick Blanc. Pendant ses études universitaires, il part explorer les forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est afin d'observer les plantes aquatiques. Il obtient son doctorat en 1978. En 1982, il entre au CNRS et poursuit son étude sur les stratégies d'adaptation des plantes des sous-bois tropicaux. Pour ses travaux, il reçut en 1993 le prix botanique de l'Académie des sciences.
il développa le concept du mur végétal qu'il breveta en 1988 et 1996. En 2001, André Putman commanda à Patrick Blanc un mur végétal pour habiller le mur aveugle de l'hôtel Pershing Hall à Paris. Succès immédiat. De nombreux architectes s'intéressèrent au travail du botaniste. Il travailla avec Jean Nouvel, Herzog et de Meuron. La première étape est de protéger le mur existant, car les racines s'insinuent partout et pourraient détruire l'édifice, via un cadre métallique. Ensuite se superpose une couche de PVC et une couche de feutre. Le cadre métallique fournit une couche d'air agissant comme un système d'isolation thermique et phonique. Une feuille de PVC d'1 centimètre environ d'épaisseur est rivetée sur le cadre. Cette couche apporte de la rigidité à l'ensemble et la rend imperméable. Une couche de feutre en polyamide est agrafée sur le PVC. Ce feutre est imputrescible et permet une répartition homogène de l'eau. Les plantes sont ensuite choisies en fonction du milieu aquatique. N'oublions pas que nous sommes à Paris et pas dans une forêt tropicale. Elles sont installées sous forme de graines, de boutures ou de plantes déjà cultivées. L'arrosage est fourni par le haut et se compose d'eau recyclée, la pluie surtout. Outre son aspect esthétique, le mur végétal est en effet bénéfique pour l'écologie. Il sert d'isolant thermique et de purificateur d'air. Numéro 97. Michel Skolnikov était un homme d'affaires biélorusse. Il arrive en France dans les années 1930, il est alors âgé de 35 ans. En septembre 1934, il crée avec son frère Gessel la société Textima pour l'achat et la vente de tissus d'occasion et soldés. Et en 1936, il s'installe rue d'Aboukir. Il y sera connu sous le nom de Monsieur Michel. Il est plusieurs fois condamné pour chèques sans provision, exercice illégal de la médecine et du métier de banquier. En fait, il était usurier. L'année suivante, le tribunal ordonne son expulsion, mais en tant qu'apatride, la sentence ne peut être appliquée. Il est placé sous la surveillance de la police. Ses affaires prospèrent sous l'occupation. Dès novembre 1940, il fait affaire avec la Kriegsmarine qui va devenir son principal client. Skolnikov fournit des textiles, de la maroquinerie, des parfums et divers autres produits de luxe. Au début de 1941, sur dénonciation, il est pris en flagrant délit de marché noir par la police économique française qui saisit une importante quantité de tissus. Les Allemands interviennent, font clore l'affaire et restituent la marchandise. Le rapport de la police constatera que la Kriegsmarine avait versé à Skolnikov 10 millions de francs en janvier 1941, 20 millions en février et 60 millions en mars. En août 1943, le commerçant sera arrêté par la Gestapo et ses biens perquisitionnés. À la Libération, il s'enfuira à Monaco où il obtiendra le statut de réfugié grâce à ses relations commerciales avec le prince Louis II. Numéro 104. Ancien siège social du site web Sens Critique. Le site propose de découvrir, de noter et d'écrire des critiques d'œuvres culturelles appartenant au domaine des films, séries télévisées, livres, bandes dessinées, y compris les mangas, albums et morceaux musicaux et jeux vidéo. Après la vente de Gamecult, en 2007, Kevin Kuipers, Guillaume Boutin et Clément Apap commencent à travailler à un nouveau projet de site web de partage d'avis sur des films, livres et jeux vidéo. Le site ouvre en mars 2010, d'abord en version bêta privée et sur invitation. Fin 2011, le site compte 35 000 inscrits, 200 000 critiques et 6 millions d'œuvres notées. 3 ans plus tard, il compte 250 000 utilisateurs. Début 2022, le site compte 1,3 million d'inscrits et 110 millions d'avis. Il est alors consulté par 6 millions de visiteurs uniques chaque mois. Le nouveau siège social se situe rue Turgot, dans le 9e arrondissement. Numéro 112. Lieu de naissance du peintre Georges-Alexandre Lucien Boisselier, le 15 mars 1876. Il y résida jusqu'en 1899. Très jeune, il montre des dispositions pour l'art et la peinture. Il entre dès l'âge de 14 ans à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il sera l'élève de Gabriel Ferrier et de William Bouguereau.
Il se présente pour la première fois au concours du Grand Prix de Rome en 1895, âgé de 19 ans. L'artiste tentera sa chance jusqu'en 1904. Il finit par remporter le second Grand Prix de Rome en peinture en 1903 pour son Retour de l'enfant prodigue. Au début de sa longue carrière, il peint de nombreuses œuvres sur des thèmes historiques, bibliques et mythologiques. Reconnu comme un portraitiste de grand talent, il exécute de nombreuses commandes pour la bourgeoisie, la haute société, le monde littéraire et celui du spectacle. Georges Boisselier meurt célibataire le 5 novembre 1943 à la clinique Oudinot dans le 7e arrondissement de Paris. Numéro 126. Demeure de Jules Jouanard. Né à Beaune le 22 janvier 1843, il s'expatrie à Londres où il adhère en 1867 à l'Association internationale des travailleurs. L'année suivante, il est membre du Conseil général de l'Internationale. Revenu en France en 1870, il signe le manifeste anti-plébiscitaire du 23 avril 1870 contre Napoléon Badinguet. Il est arrêté et condamné à 1 an de prison lors du 3e procès de l'Internationale. Libéré par la proclamation de la République le 4 septembre 1870, le comité de vigilance du 2e arrondissement le délègue au comité central républicain des 20 arrondissements. Il est un des dirigeants du soulèvement du 31 octobre 1870 contre le gouvernement de la Défense nationale. Il vote pour la création du comité de salut public. Après la semaine sanglante, il est condamné à mort par contumace par le Conseil de guerre. Il se réfugiera à Londres. Le 14 octobre 1791, Nicolas-Jacques Pelletier frappe de plusieurs coups de couteau un passant pour lui dérober 800 livres en assignat. Arrêté sur le champ, il est convaincu de vol avec violence sur la voie publique. Jacob-Augustin Moreau, juge du district de Sens, prononce contre Pelletier la peine de mort. Sentence confirmée en appel le 24 décembre, puis lors d'un 3e jugement le 24 janvier 1792. Pelletier est guillotiné par le bourreau Charles-Henri Sanson, place de Grève, à 15h30, le 25 avril 1792. La foule, habituée jusqu'ici à des exécutions capitales pouvant durer parfois plusieurs heures et provoquant d'horribles souffrances chez le supplicié, est déçue de la rapidité et de l'efficacité de celle-ci, et eut alors le bourreau Sanson. Le lendemain, une chanson court les rues de Paris. « Rendez-moi ma potence de bois, rendez-moi ma potence ». Pelletier devient le premier condamné à mort, guillotiné, en France. 2 réseaux de fausses factures liés à des ateliers de confection sont démantelés fin novembre 1988. La fraude, via des sociétés écrans, dites taxis, porte sur plus d'1 milliard de francs. Les sociétés taxis sont au cœur du système né dans le Sentier, puis étendu aux arrondissements extérieurs. Certains économistes le présentent même comme un modèle de réussite. Mis en concurrence, les patrons des petits ateliers de confection doivent s'affranchir du code du travail au profit des donneurs d'ordre, c'est-à-dire les grandes marques. La totalité, ou une partie du personnel de l'atelier, n'est pas déclarée. Les immigrés en situation irrégulière, particulièrement recherchés, acceptent des salaires ridiculement bas et n'osent pas se plaindre. Les syndicalistes sont indésirables. Plutôt qu'une exportation de la production dans des pays pauvres et lointains, le Sentier crée une délocalisation sur place. Outre la fraude fiscale et celle sur les charges sociales, l'activité des ateliers se prête au blanchiment d'argent. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.